Je vais vous passer le micro. Alors merci, ça me permet de rebondir sur les animaux. Quand Manon parlait des aptitudes de la projection sur Paro, d'aptitudes humaines, de compréhension et d'empathie, en fait, ce sont des aptitudes qui n'ont pas besoin d'être humaines. Hein. Un cerveau animal est aussi capable d'une certaine compréhension et d'empathie. Et quand on se demande pourquoi est-ce que les patients peuvent se confier plus facilement à Paro qu'à des soignants. Moi, j'ai fait de la zoothérapie, j'étais formée en zoothérapie. C'est justement peut-être parce que d'un animal, on sait, on n'attend aucun jugement. En fait, hein, c'est une sorte d'amour inconditionnel et des choses qu'on n'oserait pas dire à son soignant, de peur d'être jugé, de peur d'être dévalorisé, de se sentir en position d'infériorité ou des choses sociales, voilà. Avec les animaux, il n'y a pas du tout, donc peut-être qu'entre Paro et Lao, c'est pas la même chose. Parce qu'avec Paro, c'est le côté animal, c'est-à-dire on va se sentir plus libre et plus facilement compris qu'avec un autre humain où il y a des filtres, des barrières sociales qui n'existent pas avec les animaux. Voilà. Donc effectivement, je pense que les progrès robotiques sont très intéressants, mais que la chair et l'os, donc les vrais animaux, seraient peut-être tout aussi intéressants. Et au lieu d'avoir une action ponctuelle, ça pourrait avoir une action plus pérenne, de calmer l'anxiété, voilà, etc. Vous avez d'autant plus raison que finalement les robots comme Paro ont vraiment été inspirés de la zoothérapie, puisque quand on interroge le professeur Shibata, donc qui a créé Paro, lui nous dit qu'il a créé Paro parce que il voulait s'inspirer des thérapies assistées par les animaux, mais que à l'hôpital c'était pas toujours possible d'amener des animaux pour les problèmes de sécurité et d'hygiène, et que c'est pour ça qu'il a décidé de créer un robot animal. Donc vous voyez que le parallèle est vraiment là. Et effectivement, vous avez raison, c'est la même chose pour Paro que pour Nao. Mais les patients se rendent compte aussi parfois que même si c'est un animal ou un robot dans les deux cas, eh ben il est là, on sait qu'il n'a pas de conscience, pas de jugement, il est patient, il ne va pas s'agacer, il ne se souviendra pas de ce qu'on lui a dit. Et donc c'est aussi en ça que ça peut libérer la parole. Alors, j'étais assez à l'aise quand je vous entendais, parce que nous, on ne fait pas partie d'un programme de recherche, et nous avons eu Paro, et donc Paro est intervenu dans notre maison pour des troubles du comportement chez certains résidents, prise en charge de la douleur, maladie d'Alzheimer, tout ça. Et donc, nous n'étions pas dans l'idée de trouver ou de faire retrouver du plaisir à nos résidents, mais plus des moments de sérénité, des moments de calme. Et donc, ça s'est avéré extrêmement positif et nous ne le regrettons absolument pas. La deuxième chose qui m'a paru importante dans ce que nous avons vécu, c'est le positionnement des soignants. C'est-à-dire que dans nos EHPAD, alors qu'on en entend parler de façon extrêmement négative, nous avions des soignants à qui on donnait la possibilité de montrer ce qu'ils étaient capables de faire et ce qu'ils étaient capables d'accompagner, en ne balançant pas forcément le petit phoque sur un lit, dans des bras, sur une table, mais déjà en amont, en réfléchissant ensemble sur une réunion d'équipe qui pourrait bénéficier de telle ou telle chose. Et là, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, donc des personnels, peu ou pas diplômés, avaient une place extrêmement importante dans quelque chose qu'on mettait en place dans notre maison. Et ça a été quelque chose de très positif. Donc je pense que ça a été un médiateur, ça a fait du lien, ça donne du lien, voilà. Mais c'est quelque chose que nous ne regrettons absolument pas et que nous souhaitons avoir dans notre maison. Ouais. Bah, tout d'abord, merci pour votre retour d'expérience, très enrichissant. Vous avez entièrement raison, en fait. Quand on a introduit Paro dans n'importe quelle institution, c'est très important d'accompagner
cette introduction. Et Paro, c'est pas un outil non plus générique qu'on utilise pour tout le monde dans toutes les situations. Et ça, vous l'avez aussi souligné, c'est-à-dire qu'il est destiné pour certains types de patients qui ont peut-être certains types de troubles du comportement. Et donc, il faut accompagner cette introduction. Et c'est les soignants qui doivent être acteurs de l'utilisation de Paro dans les institutions, réfléchir en équipe, parfois mettre en place des groupes de parole de soignants. C'est-à-dire que les soignants peuvent aussi discuter entre eux de tiens, moi je l'ai utilisé dans telle situation, ça a fonctionné. On pourrait l'utiliser pour telle patiente. Et ça aussi, c'est très important de pouvoir cibler les usages. Il ne faut pas que Paro devienne un outil générique. Voilà. On a encore beaucoup de questions. Moi, j'ai deux petites questions. Je suis journaliste pour le journal de l'Espace éthique Monique Collier. Voilà. La première, c'est comment est-ce qu'on obtient le consentement de Madame R, 92 ans, avec tous les soucis que vous nous avez énumérés, à l'utilisation de Paro. Et la deuxième question, c'est, qui est un peu plus perfide, que répond un soignant lorsque Madame R lui dit, ou lui demande quand est-ce que ma maladie va s'arrêter, quand est-ce que je vais rentrer chez moi, etc. Voilà. Alors, je vais répondre tout d'abord pour le cas de Madame R. Donc, effectivement, cette patiente s'est prêtée à une recherche. Donc, il y a bien sûr recherche du consentement. C'est une patiente qui n'était pas sous tutelle. Donc, on lui a demandé son avis directement. Excusez-moi, il y a un problème. Voilà. Donc oui, effectivement, donc on a recherché le consentement puisque cette personne n'était pas sous tutelle. On leur donne des informations de manière simplifiée. C'est-à-dire que quand on va rechercher le consentement de la personne, on va lui expliquer le robot, lui proposer un consentement simplifié basé sur des images. Ça nous arrive aussi de leur montrer des vidéos pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on peut leur proposer. Suite à cela, bien sûr, on va signer un consentement, des droits d'image si on prend prise de vidéo, de diffusion, etc. Donc ça, c'était pour la première chose. Et votre deuxième question, excusez-moi, si vous pouviez juste là... En 3 mots, le plus loyalement possible. 4 mots. J'étais ma réponse. En fait, j'ai pas de réponse toute prête. Tout dépend heureusement encore des patients et de leur situation et des possibilités non, mais qui s'offrent. Vous sentez bien que ma question, c'est une façon de dire que certes, on peut pallier l'absence de personnel, mais on peut aussi pallier une insuffisance à répondre à certaines questions des patients. Oui, c'est ce que Autrement je disais. Quand Paro queen, il répond pas mais non, tout va bien s'arranger ou quoi que ce soit. Donc on peut s'interroger aussi sur est-ce que les patients ne sont pas conscients que lorsqu'ils adressent ce genre de questions à des soignants, ils ne vont pas obtenir une réponse satisfaisante de toute façon. Donc autant avoir un Paro qui queen plutôt qu'un soignant embarrassé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, quelque part, pour certaines situations, le Paro révèle l'insuffisance de nos rapports humains entre soignants et soignés. Et c'est ça que, personnellement, je regrette. Heureusement, ce n'est pas la totalité des situations. Et notre collègue qui travaille en EHPAD a une expérience manifestement totalement positive de Paro. Et encore une fois, je n'ai pas une expérience négative et je n'ai pas une vision totalement négative des choses, mais je pense que la vérité est toujours très nuancée et que vouloir globaliser nos réponses, ça n'a pas de sens. Il y a autant de situations que de patients et autant d'expériences que de patients. Donc je pense qu'il faut être un peu plus dans la nuance. Après, voilà. Mais par contre, je vais rebondir sur cette histoire du Paro comme médium et ce que vous disiez, que les soignants finalement en avaient profité. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a été une expérience pour moi de voir que
que les soignants ont besoin de ça pour être à l'aise, ce que je disais, avec les malades. C'est-à-dire qu'on a tellement protocolisé les soins des malades qu'on ne sait quasiment plus comment s'adresser naturellement à un malade. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont perdues. Et là où j'ai l'espoir que le paro, etc., soit totalement assimilé par la population, c'est quand j'interroge mes enfants, qui sont donc la génération d'après, et même bien après, puisque je les ai eus assez tard. Quand récemment, enfin cet été, ils m'ont amené de force voir un film qui s'appelle Avengers. Je ne sais pas si les nonagénaires sont familiers de ce type de film. C'est un peu le Star Wars Empire. Et je suis sortie de là avec une migraine et j'ai interrogé mes enfants. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous aimeriez vivre dans ce monde? Parce qu'ils avaient l'air très enthousiastes. Ils ont dit, bah oui. Et là, je me suis dit, alors qu'on n'est pas des fanas de jeux vidéo, etc. à la maison, et je me suis dit, finalement, l'humain se transforme. Et je veux dire, finalement, il n'y a pas à regretter cette évolution. De toute façon, les humains eux-mêmes vont accompagner cette transformation et être totalement, on va dire, dans leur jus avec ces robots de compagnie, puisque ça leur posera plus aucun problème, j'en suis sûre, pour la génération suivante. Donc, je pense que notre débat éthique, d'ici une vingtaine, trentaine d'années, sera totalement caduque et voilà. Une dernière question avant la pause. Exactement ce que j'allais dire, merci. Donc monsieur, et puis peut-être encore, il y avait une question au fond, c'est ça? Un, deux, ça marche, vous m'entendez? Bonjour, alors moi je suis doctorant en philo appliqué à la robotique sociale, donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit, forcément. J'ai une question d'ordre assez général à vous poser, à laquelle je pense que vous pouvez tous trois répondre. Alors je pense en effet, ça semble assez difficile de penser des objets comme les robots sociaux, à l'instar de Paro ou Nao, indépendamment du système dans lequel ils s'insèrent, en l'occurrence le système de soins. Et dans le cadre un peu macro de ce système, il y a un concept assez intéressant à la base, mais qui devient complètement tarte à la crème à mon sens, c'est celui de complémentarité humain-machine. Et je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur cette notion de complémentarité, sur ce que ça vous inspire. Parce que s'agit-il par exemple d'une complémentarité qui serait temporelle, ou par exemple le robot social deviendrait un petit peu une image des robots industriels qui peuvent intervenir dans des environnements où l'humain normalement ne peut pas intervenir. C'est-à-dire que le robot social deviendrait un intervenant dans des moments où il faudrait mieux qu'un humain n'intervienne pas. S'agit-il aussi d'une complémentarité temporelle où il y a des moments, mais de façon très circonscrite dans le temps, où c'est bien qu'il y ait un robot qui intervienne et après des humains? Ou alors une complémentarité fonctionnelle, y a-t-il des choses que le robot fait que l'homme ne peut pas faire? Ou alors les deux? S'agit-il d'une complémentarité fonctionnelle et temporelle, etc. En effet, on entend beaucoup cette idée que Paro ne vient pas remplacer l'humain, mais toujours en complémentarité avec lui. C'est vraiment comme une sorte de défense qui vient immédiatement quand on présente Paro ou toute autre forme de robot. Ce n'est pas pour remplacer l'humain, etc. Mais voilà. Moi, je ne sais pas si une complémentarité fixe peut exister. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à la complémentarité, je crois à la coévolution. C'est-à-dire que Paro va évidemment transformer le système, il va évidemment transformer l'activité de soins. Et ce qui pourrait être inquiétant, mais ce n'est pas forcément une fatalité, c'est qu'on délègue à Paro un travail qui devrait être dévolu à l'humain. Donc cette réflexion, elle est à avoir en amont. Qu'est-ce que nous voulons déléguer à Paro et qu'est-ce que nous ne voulons pas lui déléguer, parce que le glissement peut se faire de façon tout à fait insensible, et comme le disait Hermine Lenoir, l'humain se transforme, donc nous pouvons tout à fait nous acclimater à ces changements et ne plus les voir. Donc tant que nous sommes encore conscients de ce glissement possible, donc c'est-à-dire maintenant, il s'agit d'y penser. Merci. Il y a une dernière question au fond de la salle. Je crois qu'on va s'arrêter là. Gardez vos questions peut-être pour la pause.